Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 21 février 2020. Voici les titres de cette édition. Une nouvelle exposition temporaire consacrée au général de Gaulle se déroule actuellement au mémorial qui lui est consacré. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Des adolescents parisiens ont participé durant 2 jours à un stage sur le tennis organisé par Faites le Mur, à voir dans quelques instants. Pour clôturer ce journal, je vous propose de découvrir le portrait d'un nouveau candidat aux élections municipales de mars prochain. En début d'après-midi, nous avons rencontré les salariés de Yanmar qui font grève depuis le 19 février. À 14h, la situation était encore bloquée. Écoutez ces 2 syndicalistes au micro de Lisa Lamorlette. Donc nous sommes toujours 80 personnes mobilisées. Apparemment, ça n'a pas l'air de déranger la direction de chez Yanmar. On n'a eu aucun retour donc, du directeur de site, M. Béal, ou la DRH, Mme Da Silva. On a juste pris contact ce matin avec M. Lampard, donc, qui est le bras droit de M. Parodi, directeur mondial. Il nous a parlé un petit peu chiffres sans vraiment se prononcer sur les lignes, on va dire. Donc il doit reprendre contact avec M. Parodi, le numéro 1 mondial, qui en ce moment se trouve au Japon. Donc on devrait avoir un retour dans l'après-midi si ça bouge ou si ça bouge pas, quoi. Les salariés sont motivés et sont prêts à tenir jusqu'au bout. Vendredi prochain, on sera toujours là s'il faut. Il n'y a pas de problème pour ça. La direction est informée, on ne veut rien lâcher, donc c'est à eux de bouger. Ils savent qu'il faut qu'ils bougent les lignes, sinon on en restera là. Personne ne veut le statu quo, donc à eux de bouger, on les attend. Mais la situation s'est finalement débloquée en fin d'après-midi. Les salariés ont trouvé un compromis avec la direction. Ils ont notamment eu 50 € d'augmentation sur les 60 demandés et reprendront leur travail dès lundi. Je vous le disais en titre, 2020 sera l'année de De Gaulle puisque nous commémorerons les 130 ans de sa naissance, le 22 novembre 1890 à Lille, les 80 juin de l'appel du 18 juin 1940, mais aussi les 50 ans de sa mort, le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Et c'est pourquoi justement cette commune a décidé depuis le 15 février de mettre en place une exposition temporaire intitulée 1940, il est devenu De Gaulle, car en effet cette année a été décisive dans la carrière et la vie de Charles de Gaulle, le faisant passer du statut de combattant à celui de leader de la France libre. Dans le cadre de cette exposition, le mémorial a reçu hier une pièce historique. Découvrez-la grâce à ce reportage signé Lisa Lamorlette. Cet après-midi-là, sur le parvis du mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Églises, on assiste à une scène inhabituelle. Un authentique char de 1940 flotte dans les airs. En partant de Mourmelon, il a été transporté sur plus de 100 km, un convoi décidément très exceptionnel. Et si le char tombe, ça casse. Le char faisait entre 10 et 11 tonnes. Il nécessitait une visite préalable pour reconnaître les lieux et pouvoir adapter le matériel pour le déchargement et la mise en place. Ce Hotchkiss H39 qui a été utilisé lors de la campagne de 1940 ne trône pas ici par hasard. Dès le grand hall du mémorial, De Gaulle est ici chez lui. À travers une toute nouvelle exposition temporaire intitulée 1940, il est devenu De Gaulle, on en apprend un peu plus sur celui qui n'était pas encore général. On aborde souvent Charles de Gaulle, président de la République, on aborde souvent héros de la résistance, et là en l'occurrence, on s'est penché sur la figure combattante de Charles de Gaulle à travers la période qui va des mois de mai et juin 1940, et Charles de Gaulle, colonel de chars, à la tête des plus fortes forces blindées françaises. En mai 1940, De Gaulle est à la tête de la 4e division cuirassée de réserve, qui est surtout la plus importante division blindée de l'armée française, pour tenter de repousser l'attaque allemande. C'est lors de cette campagne de France que De Gaulle s'illustre et est alors promu au grade de général le 1er juin. S'il se lance dans l'aventure ensuite à Londres, c'est parce qu'il est convaincu qu'il y a la possibilité de gagner cette guerre d'une manière ou d'une autre, même si les signes sont défavorables au départ. Au travers de l'exposition, des objets se font aussi les témoins de ces batailles. Ce tourello est celui d'un char ayant combattu en 1940 sous les ordres du colonel De Gaulle. Il s'est enlisé pendant les combats, puis a été sabordé par l'armée allemande. Et c'est une association troyenne, militaire association troyenne d'ailleurs, qui au début des années 90, en faisant des fouilles, a réussi à le ressortir de terre. Preuve de son authenticité, les impacts de balles sont encore bien visibles. Et puis 1940, c'est une année vraiment charnière pour lui.
lui, puisque de ce rôle de combattant militaire, il devient ensuite politique et fondateur de la France libre. Les ouvrages et les expositions sur De Gaulle se multiplient, mais cela ne s'explique pas uniquement par l'anniversaire du 18 juin. À en juger l'ampleur de cet intérêt, le mythe est intact. Comme disait l'académicien François Mauriac, quand De Gaulle ne sera plus, il sera encore là. Il reste fidèle à une certaine conception des choses et il va jusqu'au bout de ce qu'il croit sans jamais renoncer. Quitte à faire face à des désillusions, il n'a jamais privilégié sa carrière à ses idées. Et ensuite, il va jusqu'au bout au nom d'une certaine idée de la France. Une exposition à découvrir à Colombey les deux églises jusqu'au 17 octobre prochain. Outre cette exposition, les hommages au général se feront au cinéma et aussi à la télévision. En effet, dans quelques semaines, les chaumontais pourront assister en avant-première au visionnage du film de Gabriel Lebaumin intitulé De Gaulle, qui retracera notamment la vie du général à partir de 1940. Et également, en novembre prochain, vous découvrirez la mini-série consacrée à la vie du général, nommée De Gaulle, l'éclat et le secret, une mini-série de 4 épisodes qui sera consacrée à la vie privée du général de Gaulle et sera diffusée sur France Télévisions. Dans un instant, vous retrouverez Lisa Lamorlette en compagnie de Laurent Daval, candidat à la mairie de Saint-Dizier, et vous découvrirez donc ainsi son portrait et ses idées pour la ville de Saint-Dizier. Mais avant, un peu de sport à Bar-le-Duc. En effet, depuis 2 ans, l'association Faites le Mur est implantée à Bar-le-Duc, un dispositif qui permet aux jeunes de pratiquer le tennis, mais aussi de participer à de nombreux stages dans ce domaine. Certains adolescents ont découvert le tennis grâce à cette association et ont même trouvé une vocation, celle de devenir arbitre ou encore ramasseur de balles. Un reportage de Nicolas Fontaine. Amener le tennis dans les quartiers prioritaires, voilà l'objectif de l'association Faites le Mur, créée en 1996 par Yannick Noah. À l'origine, l'association comptait 6 implantations dans toute la France. Aujourd'hui, elle en compte 49. Nous, on sillonne un petit peu la France pour justement rencontrer les jeunes et leur proposer ce stage qui est un programme phare puisque du coup ça peut créer des vocations au niveau de l'arbitrage. Anne-Laure Gibaudot était présente à Bar-le-Duc afin d'encadrer le stage Tous sur le cours qui était proposé à une dizaine d'adolescents âgés de 10 à 17 ans. Donc le but c'est de les mettre en situation et on voit que le message passe à 100% parce que sous forme de jeu c'est beaucoup mieux quoi. C'est parti, place à la pratique. Certains deviennent ramasseurs de balles, juges de ligne ou encore arbitres de chaises. Je trouve que c'est un rôle très important dans le match, c'est le rôle le plus important pour moi. Il faut respecter l'arbitre, on va dire, c'est un peu le maître du jeu. Pour certains adolescents, ce stage leur a permis de découvrir le tennis. Il y a beaucoup de personnes dans mon quartier qui parlaient du tennis, j'avais vraiment envie d'essayer et franchement je suis pas déçue. Je connaissais pas vraiment Faites le Mur, mais maintenant que j'ai appris à connaître ça, peut-être que maintenant j'ai l'idée de me faire passer mon A1. Justement, certains jeunes déjà présents l'année dernière ont eu la même envie qu'Elisa. On a été à Moisson cet été pour faire un stage d'arbitrage et pour bientôt passer notre A1. Et sinon, j'aurais jamais fait du tennis d'ailleurs, et heureusement qu'il y avait Faites le Mur parce que sinon, je n'aurais jamais prévu de passer mon A1. Une fois la pratique finie, c'est l'heure du débrief, un moment important qui permet aux jeunes de donner leurs impressions. Grâce à ce stage, ces jeunes se rendront au mois de mai au célèbre Grand Chelem, Roland-Garros. Eh bien Laurent Daval, bonjour et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est au pied des remparts, pourquoi le choix de ce lieu ? Alors le choix en fait il est assez simple. J'ai hésité un petit peu avec la tour Micot bien sûr qui est emblématique. J'ai hésité aussi avec la statue qui est place de la mairie qui rend hommage aux bragards qui se sont battus en 1544. J'ai choisi les remparts pour une raison simple, c'est que je suis très attaché au patrimoine. Vous le savez, je me suis battu pour le marché couvert qui, à l'heure actuelle, est en pleine destruction. Et moi, je considère que quand on veut incarner l'avenir,
et j'espère incarner cet avenir, eh bien on ne doit pas se couper de la mémoire, on ne doit pas se couper de l'histoire. Et il faut, nous, professeurs, mais aussi citoyens bragards, entretenir ce lien entre le passé et l'avenir. Et à mon âge, je considère que je suis peut-être un passeur entre ce passé, cette histoire bragarde, et l'avenir. Eh bien, bonne transition, du coup, on va pouvoir parler de vous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur vous, sur votre parcours en politique de manière générale ? Alors, effectivement, je suis professeur depuis 25 ans, quand même, au lycée Saint-Exupéry. Et puis, la politique, elle est venue à moi tout doucement, au fur et à mesure des années. Je me suis toujours intéressé à la vie politique à Saint-Dizier, j'ai observé, j'ai suivi même les campagnes politiques de mes prédécesseurs, et à un moment, j'ai considéré qu'il était nécessaire pour moi de m'impliquer dans cette vie politique. Voilà. Par ailleurs, vous le savez peut-être, je suis marié, j'ai 2 enfants et bientôt un 3e enfant. Voilà. Donc c'est pour moi aussi un destin familial et voilà, que je relie au destin politique. Très bien. Et bien maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de votre programme, du moins des grandes ambitions que vous avez pour la ville de Saint-Dizier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, d'abord, je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui notre projet pour Saint-Dizier. Il y a beaucoup de choses. J'attends les prochains jours. Cette semaine, on fait une thématique sur le sport. Et puis, vous savez, il y a tellement de problématiques, tellement de questions que nous ont soulevées les bragards que je ne peux pas m'emparer d'une seule question. On a en réalité, aujourd'hui, à peu près 7 volets, 7 projets majeurs pour Saint-Dizier. J'ai constaté depuis pas mal d'années, évidemment, un manque de médecins, généralistes, spécialistes. Et donc, il sera de notre devoir de salarier, par exemple, un certain nombre d'entre eux, tout à fait, afin de pouvoir répondre à la demande. On sait que plus de 10 000 bragards n'ont pas de médecin traitant. Ma femme en premier, par exemple, vous voyez. L'emploi, évidemment, est une problématique qui concerne tout le monde, évidemment. 25% de nos habitants sont éloignés de l'emploi, et ça, c'est vraiment une question, mais qui dépasse le cadre de la ville, qui est une question nationale, de fait, et on ne peut pas tout promettre. Mais je développerai cette idée plus tard. Le sport et la jeunesse, évidemment. Ça, pour moi, c'est la clé aussi. On veut une ville beaucoup plus verte. Ça, c'est une ambition majeure, une vraie transition écologique, bien sûr. Plus de démocratie, une démocratie consultative avec un budget participatif, des conseils de quartier, des référendums aussi, pour poser des questions sur les grands projets qui concerneront les bragards, bien sûr. Et puis, évidemment, l'insertion des handicapés. Ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, je ne vais pas tout développer, ça sera dans les prochaines semaines. Et du coup, qu'est-ce que vous envisageriez, vous, en tant que maire ? Quel serait le changement majeur ? Alors, pour moi, c'est d'abord redynamiser la ville, mais plus que ça, c'est donner un nouveau souffle à cette ville. Il faut remettre cette ville en mouvement. Depuis 2 mandats, objectivement, cette ville s'est endormie, il y a une sorte de léthargie et même de résignation. Quand j'interroge les bragards, mes jeunes aussi, souvent, au lycée, ils me disent que, ils ont envie de quitter cette ville et en même temps, ils y sont attachés. Il y a une sorte de paradoxe que j'ai du mal à cerner, et j'ai envie de redonner de l'espoir, la fierté d'être bragard, ça me semble vraiment essentiel. Alors, et faire ce trait d'union, constituer ce trait d'union entre le passé glorieux de la ville et puis un avenir beaucoup plus florissant, beaucoup plus glorieux d'une certaine manière. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie de cet entretien. Déjà, on va parler d'une question qui nous a été posée par une internaute qui s'appelle Christine, qui est présidente d'une association bragard. Et elle nous dit: les associations sont de moins en moins nombreuses à Saint-Dizier. Pour elles sont de plus en plus en difficulté. Alors, est-ce que vous comptez augmenter les subventions ? Question très concrète. Alors, augmenter les subventions, si je vous dis qu'on augmente les subventions pour toutes les associations, ça serait un mensonge et ça serait de la démagogie. On ne peut pas, comme ça, distribuer à droite à gauche. Je crois qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut d'abord considérer plusieurs choses. D'abord, les associations, c'est à la fois les associations sportives, ludiques. Il y en a effectivement de moins en moins. Je pense qu'il faut d'abord voir le nombre de licenciés. Une association avec 2 ou 3 licenciés ou membres, je pense que peut-être qu'il faut revoir, effectivement, est-ce qu'on a besoin de subventionner ? Je ne suis pas absolument certain. En revanche, certaines, en particulier, je pense à des associations sportives, ont besoin clairement d'être soutenues financièrement. Pour vous, il y a un manque de moyens dans certaines associations sportives, vous l'avez ressenti ? Oui, il y a un manque de moyens, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi former des encadrants, davantage d'encadrants. Moi, je pense, j'ai rencontré beaucoup de présidents d'associations, en particulier dans le domaine sportif, qui éprouvent ce besoin d'avoir des gens qui soient formés réellement, peut-être même salariés par la ville, qui puissent accompagner les bénévoles sur le terrain.
Accompagner justement ces bénévoles. Accompagner, tout à fait, madame. D'accord, Voilà. Très bien. Et du coup, pour les petites associations, est-ce que pour vous, elles ont moins d'importance? Non, je pense, écoutez, j'en ai une en tête, je ne veux pas privilégier l'une ou l'autre, mais je pense aux Galériennes du désert, par exemple. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont extrêmement motivées. C'est un projet qui, pour moi, est humanitaire, formidable. Je m'engagerai, par exemple, à les soutenir. Donc il s'agirait d'une étude cas par cas. C'est au cas par cas, évidemment. Alors avec une condition, c'est que les budgets soient à l'équilibre. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Daval, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Je vous remercie, madame. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.